d'éditrice. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier de rapports humains et tout ça. Et je dis toujours que les auteurs, au départ, ne sont pas nos amis. On leur doit un service. Ils attendent de nous des choses, des éditeurs, ils écrivent des beaux livres. Et voilà, il ne faut pas, au départ, créer une amitié. Et puis, il arrive que cette amitié se crée. Et c'est vraiment, je crois, ce qui s'est passé avec Marcel Ruffo. Ça fait un moment maintenant qu'on travaille ensemble, ça fait plus de 15 ans. Et non seulement c'est un auteur extraordinaire, mais pour moi, c'est un ami. Alors j'ai une philosophie de la vie, comme ça, en vieillissant. Quand on vieillit, on devient philosophe. Les gens que j'aime, je les aime avec leurs défauts. Les autres, ils peuvent passer leur chemin, mais les gens que j'aime, je les aime avec leurs défauts. Et Marcel, vraiment, Dieu sait s'il a des défauts. mais je l'aime, mais vraiment, c'est une des personnes au monde que j'aime le plus. Alors, non seulement je l'aime, mais je l'admire. Et je l'admire parce que je trouve qu'il a une façon de s'exprimer dans ses livres et tout ça, et puis je l'ai vu avec des enfants, je l'ai vu, etc., d'une façon extraordinairement empathique. Il a une empathie avec les gens qu'il soigne et tout ça, qui est extraordinaire. Il a une simplicité, une gentillesse et tout ça. Donc je vous cacherai tous ses défauts, mais pour ses qualités, je peux vous dire qu'il est vraiment admirable. Donc je suis fière d'être son éditrice, et maintenant je le laisse parler. Voilà. Je vais un peu parler de ce bouquin, mais après surtout on va parler de nous et de vous en échangeant dans la salle. Car ma discipline, finalement, la pédopsychiatrie, tout à l'heure, quelqu'un qui est dans la salle évoquait des cours auxquels je participais avec Serge Govici a beaucoup changé. Et elle a changé, cette discipline, grâce en fait aux gens. C'est pas forcément les pédopsychiatres qui ont changé la discipline, c'est les gens qui ont, en changeant par rapport à leurs enfants, ont mis finalement les pédopsychiatres en activité. C'est simple ce que je vais dire. En fait, avant les parents, nos grands-parents par exemple, éduquaient. Ils croyaient qu'ils éduquaient. Et maintenant, les parents cherchent à comprendre. Et donc, c'est vraiment plus difficile de chercher à comprendre qu'éduquer. Et quand il y a des petits pépins, des difficultés, des événements de vie, des difficultés parfois même plus compliquées, c'est là que les pédopsychiatres interviennent. Et c'est une immense joie pour moi de travailler en clinique. En fait, ce que je suis, moi, fondamentalement, c'est d'abord un clinicien. Et je pense que c'est pas pour ça que j'ignore les théories. Hein. J'étais un élève correct, j'ai travaillé correctement du CP à la faculté, mais les théories m'intéressent moins que... Elles m'intéressent simplement pour vérifier que la clinique vérifie les théories. C'est-à-dire que je ne me plaque pas sur une théorie pour faire finalement comme la théorie apprend, je veux que la clinique vérifie la théorie que j'ai appris. Et c'est ça qui est intéressant dans ce beau métier. Puisqu'on va parler des grands-parents, l'année dernière, le 30 janvier, est mort mon maître Michel Soulet. Il allait avoir 90 ans maintenant. L'année dernière, le 28, il aurait eu 90 ans le 28 février 2012. Et donc, la dernière fois que je le rencontre, c'est le 15 janvier 2012, il est à l'hôpital. Alors, il m'appelle d'abord, il me dit écoutez, allez au coin de presse, les gens vous connaissent, comme ça je fuguerai de l'hôpital, je pourrai sortir. Donc, je fais fuguer un professeur de psychiatrie infantile à près de 90 ans sur un fauteuil électrique en créant une sorte d'animation à l'entrée de l'hôpital. Alors, je le vois sourire de ça, il avait mis un chapeau et des lunettes noires, c'était l'hiver, hein, et il sort avec son fauteuil électrique. Alors ça m'amuse, je le rejoins au bistrot, il avait interdiction de boire et de manger, et évidemment, on commande un anglais échalote à Bordeaux, c'est vous qui l'avez inventé, et du brouillis, désolé pour le vin, on aurait dû commander du médoc, et donc je dois, comme il est très en difficulté, je dois lui couper la viande et le nourrir, quoi. Donc je lui donne à manger, et j'étais fier et ému de tout ça, et je lui disais, c'est incroyable, j'ai un bébé qui s'appelle Michel Soulet, alors que c'est mon patron. Alors il me dit, regardez où se niche le type, il faut vous m'embêterez jusqu'à la fin de mes jours. Et à ce moment-là, je lui pose plusieurs questions, de manière assez géniale. Cet homme qui vraiment m'a appris mon métier, on parle d'anorexie, et il me dit, après les 90 ans, écoutez bien, au stade où j'en suis de mes réflexions,
Marcel, voilà ce que je peux vous dire, au stade où j'en suis de ma réflexion. Lui, le maître de la pédopsie, quoi, à 90 ans. Donc ça prouve que c'est un métier où tu n'as jamais fini d'apprendre des autres, et d'apprendre de toi, et d'apprendre des patients. Et puis il me dit, vous savez, Marcel, on n'a pas encore traité la relation arrière-grand-parent et arrière-petit-enfant. Et vous devriez vous brouiller, parce que regardez votre fille, elle n'a pas encore d'enfant, et vous commencez à avoir un certain âge. Et les arrière-grands-parents sont une espèce en voie de disparition, avec les délais maintenant que mettent les filles à avoir un enfant pour leur premier enfant. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que vous avez observé? Alors il me dit, voilà ce que j'ai observé de mes arrière-petits-enfants, moi qui suis leur arrière-grand-père. D'abord, ils sont extrêmement jaloux du beau jouet que j'ai, mon fauteuil électrique. Ils veulent le même jouet que moi. Et ils essayent de me le voler. Mais ses parents, enfin, leurs grands-parents, donc, mes fils, leurs grands-parents, c'est des générations successives, défendent mon fauteuil électrique. Et puis, ils m'appellent arrière-grand-papy dodo, parce que je suis toujours couché. Et donc, vous devriez travailler ça. Et puis, Michel Soulet meurt 15 jours après. Le 29 septembre, au cimetière Montparnasse, je lui apporte du fenouil coupé qu'on coupe à la Saint-Michel et que je mettais avant dans son cabinet. Et comme ça, tous les gens en analyse à Paris sentaient le fenouil en sortant. Et donc je vais en lui mettant aussi une carte postale de la vallée des Merveilles à Tende, où il y a des inscriptions proto-historiques, le chef de tribu, que je lui envoyais systématiquement chaque fois que j'allais à Tende. Et donc je lui mets ça sur son tombeau. Et effectivement, il n'a pas lu Grands-parents à vous de jouer. Chaque fois que je lui envoyais un livre, il me disait « À quelle page parlez-vous de moi ?» Et après, je me dirais ce que j'en pense. C'était donc un jeu intense avec lui. Et vous voyez, c'est être formé par un maître de ce style, et comme Serge Bovici, dont je parlais tout à l'heure, des gens qui ont gardé un plaisir du métier, une juvénilité dans leur capacité à changer. Je crois que je voulais d'abord les remercier de m'avoir aidé dans ce cheminement et essayer à mon tour de transmettre aux internes en formation en pédopsychiatrie, aux psychologues, aux éducateurs, aux infirmières, ce que donc j'ai bénéficié de l'apport de mes maîtres. Alors, donc il n'a pas lu ce livre, et c'est dommage, parce que c'est dommage qu'il n'ait pas lu, parce que dans ce livre, je ne fais pas comme d'habitude. D'habitude, ce qui est génial en pédopsychiatrie, c'est que les situations cliniques sont toujours des romans ou des moments incroyables. On a toujours en pédopsychiatrie des moments qui sont en soi quelque chose qui fonde ce que tu peux écrire. C'est finalement, la pédopsychiatrie, c'est peut-être aussi être le secrétaire du discours que les gens nous confient. C'est pas autre chose, la pédopsychiatrie. C'est essayer de garder en mémoire sur des écrits la qualité des propos qui nous sont tenus. Donc en soi, c'est pas grand-chose. Si je prends un exemple, le titre du livre, le premier avec Anne, Oedipe toi-même, c'est un petit garçon qui avait un cancer, qui allait en mourir, et qui était génial, hein. Un petit Michel, qui était vraiment génial, et qui, moi, me passionnait. Les gens du service d'oncologie pédiatrique m'avaient dit on a du mal à le soigner, il faudrait que tu nous aides. Et moi, je suis tombé très profondément amoureux de ce petit garçon. J'ai compris après que si j'avais été cancéreux à 9 ans comme lui, j'espère que j'aurais eu autant de talent que lui. Alors, c'est devenu vraiment un ami, Michel, et un jour, il me dit, alors on avait des combines terribles, par exemple, il voulait que sa mère assiste aux ponctions lombaires, comme ça, il lui achetait des jouets. Donc les internes disaient, mais non, ta mère doit sortir. Alors il disait, pour ta carrière, appelle Ruffo avant de faire n'importe quoi. Alors l'interne m'appelait, je lui disais, oui, la mère doit assister à la ponction lombaire, la mère s'évanouissait, l'interne m'a rappelé, je lui dis, oui, mais comme ça, il a un jouet. Et donc vraiment, j'avais une complicité avec ce petit garçon assez... Et puis, je vous dirai pourquoi cette complicité continue entre lui et moi. Et puis un jour, il me dit, à l'entretien avec sa mère, bon, il faudrait que l'autre dorme dans une autre chambre. Je lui dis, de qui tu parles? Alors il me dit, ben, je parle de mon père, l'autre. Je dis, quoi? Tu parles de ton père en disant l'autre et tu veux qu'il dorme où? Ben moi je dors avec ma mère et lui il dort dans ma chambre. Non. Je lui dis, c'est pas parce que tu es cancéreux que tu as le droit de dormir avec ta mère. Oh toi, il n'y a que toi qui me parles comme ça. Je dis, non, je sais que tu es cancéreux, tu ne le sais pas? Oui, je sais. D'ailleurs, les autres, ils font semblant de ne pas le savoir. Il faisait par exemple des coups incroyables. Il avait plus de cheveux, évidemment, à cause de la chimiothérapie.
il avait un bonnet, il prenait le bus à Marseille, il prenait le bus, il disait « Salut, je suis un petit cancéreux qui va mourir. » Alors le chauffeur lui disait « Mais non, ça va aller. » Ça la rencontre, alors il faisait « Et tu ferais quelque chose pour moi alors que je suis un petit cancéreux? Tout ce que tu veux, petit. Change ton numéro de bus. » Et certains les changeaient. Tu imagines les mecs dans le bus qui montaient sur une autre destination. C'est un garçon vraiment merveilleux. Alors, là, quand il me dit ça, quand il me dit l'autre va dormir dans une autre chambre, je lui dis non, Michel, ton père dormira avec ta mère et toi dans ta chambre. Et je lui raconte l'histoire d'Oedipe. Et il me dit qu'est-ce que c'est? Ben, Oedipe, je lui dis, tu sais, il y avait une prédiction, il allait tuer son père, et donc un berger doit l'accompagner dans la montagne, lui attacher les pieds et le laisser en pâture aux loups et aux bêtes sauvages. Et comme toujours, les bergers sont sensibles, donc il n'attache pas les mains du petit, il lui attache quand même les pieds gonflent, Oedipe ça veut dire pied gonflé, et à ce moment-là, des gens le recueillent, ils le détachent, ils l'élèvent, puis finalement il va à la ville et il tue son père et il épouse sa mère. Il me dit, c'est exactement ce que je veux faire, il me dit. Je dis, oui, mais il dit, je te dis qu'il tue son père. Il me dit, mais tu sais très bien, il faut que c'est moi qui vais mourir, pas mon père. Je dis, non, je te dis que tu as une problématique oedipienne. Et il sort furieux de cet entretien. Il me mettait toujours des petits mots d'insultes quand je n'étais pas d'accord avec moi. Et il me dit, Oedipe toi-même. Ce qui est vraiment prodigieux. Et quand je dis que je suis toujours attaché fondamentalement à ce petit garçon, c'est que l'autre jour j'en parlais chez moi. Et je disais, Michel, il y a combien qu'il est mort? 8-9 ans. Et ma femme m'a dit, mais ça fait 35 ans qu'il est mort, Michel. Et pour moi, il n'est pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement encore vif dans ma tête que j'ai pas encore oublié ce petit garçon qui m'a tellement aidé à comprendre comment soutenir un enfant dans ces conditions. Donc vous voyez que c'est facile d'écrire des livres avec une carrière quand on est pédopsychiatre. Tu fais un peu de la clinique, tu l'as fait le moins bêtement possible, tu l'écris et tu fais un livre. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et là, pour grands-parents à mots de jouer, j'ai fait un autre truc. Je me suis mis en examen. C'est-à-dire que je me suis mis en autoclinique. C'est-à-dire que je raconte l'histoire de ma grand-mère et donc au psychiatre d'interpréter tous les désordres psychiques de Ruffo. Car elle était quand même mariole, quoi, honnêtement. Vraiment mariole. 2 fois veuve, touchant 2 pensions. Très pouvoir absolu, quoi. Ayant enlevé 3 enfants, en adoptant une gosse dont la mère faisait le plus vieux métier du monde et qui vivait avec un petit barbeau de Paris, oncle de son mari, de ses premiers maris, et qui voulait à tout prix que cette fille abandonne cet enfant. Elle avait caché sa grossesse, et l'autre, elle était venue à Toulon, elle s'était épanchée auprès de ma grand-mère, et le petit, il s'appelait Petit Louis, c'était un tout petit à casquette, à foulard et à souliers cirés de 2 couleurs, donc le barbeau typique, avait dit « Je fais ce que je veux avec ma femme. » Alors il dit « Moi, ici, tu es dans ma maison, et cet enfant restera chez moi, et tu n'as rien à dire. » Et elle adopte, alors qu'elle était veuve, ma tante, qui était purement géniale, quoi. Je trahis un secret de famille, mais donc fille de femme qui fait le plus vieux métier du monde, et sa petite fille est procureure maintenant dans une juridiction. Donc c'est beau, je trouve, comme origine. Procureur de la République. Comme c'est loin de Bordeaux, j'espère que ça n'arrivera pas jusqu'à ma cousine le procureur, sinon elle me met un examen pour dévoilement. Et donc, pour vous dire ce qu'était Eugénie, je vais vous raconter une histoire qui va avec le transgénérationnel. Ma tante, quand elle est grande, quand elle est adulte, à 17-18 ans, elle va dans un bastringue qui s'appelle le bal des chiens, où on danse la java avec les mains sur les fesses à petits pas. Avec des types, avec des gourmettes, des grosses chevalières, des casquettes, et des lunettes noires et des P38. Et puis elle dit à ma grand-mère un jour, tu sais, j'ai un emploi à Buenos Aires, reste dans un bar. Ma grand-mère lui dit quoi? Tu n'as pas fini la lessive, va la voir, elle fait. Qui c'est qui t'a proposé un emploi à Buenos Aires dans un bar? Et elle dit, c'est le beau Lucien, garçon
Alors ma grand-mère, en partisane, un habit en noir, puisqu'elle est veuve, rappelez-vous, elle touche 2 pensions. Obligée de s'habiller en noir, part dans le bastringue et dit où est le beau Lucien? Le beau Lucien dit ah madame, vous savez, vous êtes un peu trop âgée pour moi, je ne fais pas dans cette catégorie. Et rire de tous les abrutis de la salle. Ma grand-mère s'approche de lui, elle lui dit c'est toi qui a proposé à ma fille un emploi à Buenos Aires. Qu'est-ce que c'est cet emploi? Oh ben les gens d'ici le savent. Et vous savez, elle s'enrichira, elle m'enrichira un peu. Et rire répété de la part des abrutis du bar. Donc ma grand-mère, regarde, elle fait face maintenant au beau Lucien. C'est une femme forte, hein, avec une énorme poitrine forte, assez grosse, assez gaillarde. Et elle lui dit tu as vraiment de jolies mains, puis de belles bagues. Tu me les montres? Ah, si vous voulez, madame, jusqu'aux mains, je peux. Et rire répété de la salle des abrutis. Et donc, oh, là, pourquoi tu as une main où il y a plus de bagues que l'autre? Ah, vous êtes observatrice. Mets ta main où tu as plus de bagues sur le comptoir. Et elle sort un battant de linge et lui écrase la main en disant pour pisser, tu as besoin de cul. Et elle sort avec les regards qui se baissent des autres abrutis. Et ma tante n'est jamais partie à Buenos Aires. Alors, voilà l'engin quand même. Et alors, cette femme qui avait pour les hommes un respect médiocre, donc un était mort, elle devait l'aimer, l'autre était une sorte d'abruti, mon grand-père, qui faisait des enfants et qui partait changer d'air, jouer aux cartes et chasser avec ses camarades, qui foutait rien, quoi. Un napolitain grand cru. Et alors, elle avait quand même eu un napolitain torride avec des dents en or qu'elle avait aimé, mais qui lui chantait des sérénades, mais après il était parti à Naples, parce qu'il était, je crois, complètement fada. Il faisait des frais, puis il revenait, puis il dépensait tout, puis il repartait à Naples, puis un jour on ne l'a pas revu. Les Napolitains ont dû régler son compte sur les dettes qu'il avait. Et alors, moi donc je nais, et voilà qu'elle me met en situation assez extravagante d'être l'homme de sa vie, quoi. Et avec cette femme-là, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi, hein, vous avez compris. Alors ce qui était plus intéressant, c'est que mes parents habitaient au 3e et ma grand-mère au 5e. Au milieu, il y avait une femme qui faisait aussi le plus vieux métier du monde, donc qui était adorable, que j'appelais Tata, qui me gardait souvent, qui n'avait pas eu d'enfant. Et dont j'étais l'enfant aussi. Donc j'avais mes parents qui souvent se disputaient. Ma grand-mère ne pouvait pas piffer mon père, ça on pouvait s'y attendre. C'était un garçon assez pudique, assez énergique aussi, assez gaillard, modeste mais assez costaud quoi, dans ses principes, donc ça ne pouvait pas marcher avec Eugénie, quoi. Et donc elle me rapte, quoi, littéralement. Et moi je suis assez content de monter, la voir faire des pâtes, elle me parle de sa vie, elle a une chaise, elle a que 2 chaises dans sa cuisine, en paille, une pour moi et une pour elle. Elle me fait boire du café, boire un peu de vin en coupant avec de l'eau alors que c'était interdit chez moi. Elle me fait des pâtes à la main quand je monte. Elle m'achète des langoustes du pays, elle me les fait à l'armoricaine. Et moi, je mangeais pas beaucoup à l'époque, ça va mieux. Mais n'empêche qu'elle cuisine pour moi. Et elle me fait cuisiner. Elle m'apprend à faire le Saint-Pierre à la toulonnaise, avec des capres au sel. Et puis elle me raconte sa vie. Elle me raconte sa vie en partie, et puis elle m'amène surtout en Italie. C'est-à-dire qu'elle me réitalianise. Mes parents étaient nés en France et avaient oublié le pays d'origine, et elle m'amène en Italie dans des trucs incroyables. Elle m'amène à Rome, par exemple. Je vois le pape, en ce moment c'est d'actualité. Je vais dans un bistrot de gens de Ligurie, elle était originaire de Ligurie, et là j'ai droit au vin blanc de Ligurie, au Vermentino, avec ma grand-mère, quoi. La place qui donne sur la place Santa Maria del Trastevere, la jolie place au cœur du Trastevere, dans un bar tenu par des pays du coin. Donc je suis le petit homme de ma grand-mère, et surtout, cette femme a confiance en moi, en mon avenir, sans même savoir ce qu'allait être mon avenir. Elle parie sur moi. Elle devient ma supportrice numéro 1, quoi. Et c'est utile pour un enfant, ça. C'est utile que cette grand-mère qui n'allait pas savoir ce que j'allais devenir parie sur moi, quoi. Et alors, j'étais un bon élève, un peu capricieux, quoi. Un peu agité. Mais bon élève.
travailleurs, vive les institutrices qui m'ont ouvert à la culture, grâce aux instituts qui m'ont bien aimé et qui m'ont aidé. Et elle, donc, se flatte un peu sur les marchés, elle vendait sur les marchés les résultats de son petit-fils. Elle compare. Qu'est-ce qu'il a, ton fils, toi, comme note? Ah bon? Il a mieux, hein, Marcel, tu vois. Ça m'a rendu sympathique auprès de ma génération, déjà. Ça a un peu continué, d'ailleurs. Enfin bon. Et puis je fais un truc incroyable. Je naviguais à l'époque avec Von Karajan, Herbert, j'étais matelot sur son voilier à Saint-Tropez. Et puis un été, et d'ailleurs on va le refaire avec mon copain Alain Marcelli, avec lequel je navigue toujours, quoi. Un été, le bateau est en Grèce, et le maestro va gagner sa vie à Salzbourg. Et nous, on lui téléphone, et on lui dit, le moteur est en panne, il faut qu'on ramène le bateau à Saint-Tropez, mais à la voile. Et donc on se retrouve à 3, avec un bateau de 20 mètres, tu vois, en mer Égée, et on a un mois devant nous, paradis sur terre, avec le moteur qui marche, le frigo, le bateau, puis, enfin, des gosses de 18-19 ans avec un bateau de 20 mètres de long, voilà, avec un spi, avec un aigle autrichien dans le spi, et vraiment on se régale, quoi. Mais moi j'étais inscrit, j'avais passé le bac et j'étais inscrit à Sciences Po. J'avais une mention et je rentrais sans examen à Sciences Po. Mais entre Sciences Po, Paris et la mer Égée, il n'y a pas photo. Et donc je traîne, et j'arrive chez moi, et j'ai reçu une lettre de Sciences Po, comme quoi mon inscription est invalidée, puisque je ne me suis pas présenté à l'ouverture, et donc je ne peux plus m'inscrire, j'ai plus d'inscription, et la dernière fac ouverte, c'est la fac de médecine de Marseille. Vous voyez les vocations. Donc je m'inscris en médecine. Mais ma grand-mère avait déjà balancé sur le cours Lafayette, il fait Sciences Po. Elle disait Sciences Po. En italien, dans le texte, Sciences Po, elle faisait, tu vois. Et puis, je dis, finalement, je fais médecine. Ah bon, comme le couillon du premier étage, je dis, n'attends pas, on va voir ce que ça donne. Et là, par contre, elle dit, il a changé d'avis, il préfère médecine que Sciences Po. Donc elle était toujours... Et donc, je commence médecine, et le jour où elle va mourir, en mai de 1970, est hospitalisée pour un épouvantable cancer chez un type remarquable, le professeur Pedinelli, elle a un cancer, elle avait été opérée par un couillon d'un cancer de l'utérus, il lui avait enlevé le corps et lui laissé le col, alors que le col ne lui servait plus à rien. Bon. Et elle avait un cancer sur le col. Et donc, il fait une erreur majeure diagnostique, et le cancer du col envahit son péritoine, et elle a une occlusion carcinologique épouvantable, et le chirurgien, vraiment génial, il me dit, tu sais, Marcel, il faut qu'on aide ta grand-mère. Elle n'est pas opérable, il faut qu'on l'aide, et je te demande ton avis, mais je vais le faire. Et donc, il euthanasie Eugénie. Alors, la scène est très très précise, je suis à côté d'elle évidemment, et je venais de réussir l'internat des hôpitaux, qui est le concours qui compte en médecine. Je venais de réussir l'internat des hôpitaux, et elle me dit, ah bah, d'accord, pauvre petit, tu es plus externe, alors tu es obligé de dormir à l'hôpital. Donc déjà, pour me prendre la tête, c'était déjà compliqué. Elle ne savait pas ce que c'était, j'ai pas eu le temps de lui expliquer, mais je lui dis, mais non, c'est quelque chose d'important. Alors je lui fais croire, je vais faire peut-être chirurgie. Ah bon? Comme le médecin qui me soigne, là, qui n'arrive pas bien à me soigner. Je dis oui, comme lui. Et d'ailleurs, on va t'opérer. On va t'opérer et on va te mettre des produits pour t'endormir, on va t'opérer et j'assisterai à ton opération. Elle me regarde, et ces derniers mots de ma grand-mère, elle me regarde et me dit, bon, on va m'opérer alors, tu me dis. Je dis oui, j'ai dit, on va t'opérer. Mais alors, pas toi, parce que tu débutes, elle me dit. Et elle est morte sous morphine, avec ses 3 enfants, ma tante adoptée qui était parfaite, qui m'a fait de l'œil quand elle m'a dit ça, quoi, qu'elle avait bien compris. Ma mère, qui a mis un crochet du droit à ma tante, parce qu'elle rentrait avec un crucifix pour lui mettre sur le visage, et ma famille est plutôt laïque, donc elle a mis un crochet du droit à sa sœur, et mon oncle, qui était très courageux, qui était parti à la maison pour planter des tubes de perfusion, en criant « elle tient encore, elle tient encore ». Donc les 4 enfants ont exprimé devant Eugénie comment on disparaît de la vie avec ses structures personnelles. Et donc, je trouve que
Alors c'est incroyable parce que quand j'ai commencé à écrire ce bouquin en partie autobiographique, les 80 premières pages sont venues comme ça, mais vraiment sans aucun effort. Or elle est morte en 70, quoi. Donc vraiment j'ai compris là ce que les grands-parents marquent nos enfances, comment ils sont le socle de vie, notre origine, nos racines, quoi. Comme les grands-parents sont notre identité, quoi. Comme ils sont le transmetteur du passé et essentiels, capitaux pour pouvoir avoir un avenir, quoi. On ne peut pas avoir un avenir si on n'a pas le passé de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Ils sont essentiels pour transmettre ce qu'ils sont. Et donc, vous voyez, par exemple, moi je revendique très très fort mon origine modeste par rapport au métier de ma grand-mère et de mes parents. C'est une force, quoi. Il fallait aussi qu'elle me transmette ses difficultés pour que j'en fasse une force. Si je n'avais pas connu les difficultés de la vie de ma grand-mère, si je n'avais pas connu ma tante et sa petite fille maintenant procureur de la République, ça n'a aucun intérêt. Si je n'ai pas l'histoire du pollution, je m'en fous du procureur de la République. J'honore la grande magistrate qu'elle est, mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Alors que là, c'est beaucoup plus beau. C'est une sorte de spirale d'une famille qui veut que leurs enfants réussissent mieux qu'eux, quoi. Ma grand-mère, elle disait que j'allais réussir, honnêtement. Moi, je ne le savais pas. Et elle y croyait, quoi. Et dans les soutiens de ma vie, certainement, en passant les concours ou en partant après dans une carrière hospitalière universitaire, c'est sans doute pour rendre cette confiance qu'elle avait en elle qu'il fallait que je réussisse. Pour rendre la confiance qu'elle m'avait attribuée a priori. C'est ça les grands-parents. Les grands-parents, c'est ceux qui s'intéressent au réel de petits-enfants. Deuxième chance de grand-parentalité. On devrait dire d'ailleurs plus grands-enfants, parce qu'ils sont parfois ridicules, hein. Mais mes parents, mon père qui était sort, je vous l'ai dit, c'était un cheval pour ma fille. Il se mettait à quatre pattes, le fouettait, il faisait de tout. Il disait même un truc terrible, toi tu étais excellent à l'école, elle sera meilleure que toi. Et c'était vrai en plus. Elle est devenue meilleure que moi, c'était terrible pour moi. J'étais jaloux de ma propre fille, et je continue d'ailleurs un peu à l'être. Mais là je vais envoyer vite à l'Élysée où elle travaille maintenant, la photo de la librairie avec ma photo pour un peu qu'elle se rende compte que son père, c'est pas elle, certes, mais quand même, purée, il existe un peu, tu vois, je suis jaloux d'elle, tu vois. Et mon père disait, ta fille sera plus forte que toi. Ma mère ajoutait quand même, parce qu'elle était proche de ma grand-mère, c'est vrai qu'elle a des résultats un peu supérieurs, mais elle fait que travailler, alors que lui, il foutait rien, elle avait les mêmes résultats. En quelque sorte, j'étais intelligente et travailleuse. Et ma mère et ma grand-mère avaient raison. Et donc, vous voyez, c'est ça les grands-parents. C'est une nouvelle chance. Les chances toujours ouvertes. On peut être homosexuel et le dire à son grand-père, alors qu'on a du mal à le dire à son père. On peut avoir une peine d'amour et se confier à sa grand-mère quand on était petite fille. Et on peut le dire en disant, tu sais, j'ai cru qu'il m'aimait. On peut aussi, aux grands-parents, ne pas être en relation dans le style « tu réussiras mieux que moi ». Ma fille, par exemple. Vous voyez, c'est pas ça. C'est l'idée que les grands-parents sont d'abord dans un instant présent d'une vie qui se prolonge. On le voit avec le petit Michel, ses grands-parents qui sont décédés maintenant, qui voulaient mourir avant lui, parce qu'ils ne supportaient pas que ce petit-fils meure avant eux. Et de même que lorsqu'on a un enfant en situation de handicap, on souhaite de manière bizarre que son enfant meure avant soi. Et c'est la grande différence entre la parentalité d'enfants handicapés et la parentalité de gens qui ont la chance de ne pas avoir d'enfants en situation de handicap. Vous voyez, c'est quelque chose qui... L'enfant imaginaire qu'ils auraient dû être est toujours présent par rapport à l'enfant réel qu'ils veulent protéger et qui veulent aussi protéger parfois par des suicides altruistes. On le voit souvent. Hein. Là, j'ai l'honneur de suivre, ça irrite Anne quand je dis ça, mais j'ai l'honneur de suivre une personne depuis plus de 40 ans. Un de mes amis, professeur de psychiatrie communiste, m'a envoyé tous les cas les plus désespérés. En somme, il était communiste. Et moi, depuis, donc, je les traîne. Lui, il est à la retraite, il est en Corse, il est bien heureux. Et on dirait un berger corse maintenant, il est aussi amusant. Et moi, cet enfant est un enfant qui est en situation de handicap, avec une militante communiste de sa cellule, et une mère qui est dans une situation de dénégation, c'est-à-dire, dénégation, je traduis en termes toulonnais, vous allez voir. Dénégation, c'est, j'ai rêvé d'une femme. Cette femme était ma mère. Ah non, ça ne peut pas être ma mère. C'est ça, la délégation. J'ai rêvé d'un mari et ça va. Alors que le déni, c'est j'ai rêvé d'une femme, ce n'était pas ma mère. Vous voyez, déni et dénégation. Je le dis pour les quelques idiots qui ne connaissent pas la psychanalyse.
Alors, donc, et qui disent quelle que c'est cette discipline qui réfléchit. Alors, donc, dénégation de cette femme, mon enfant, j'ai rêvé d'une enfant, c'est mon enfant, ce n'est pas mon enfant. C'est pas l'enfant dont j'ai rêvé. Et donc, cette femme, maintenant, puisque je l'ai vue à sa naissance, et elle a 45 ans, 46 ans, elle vient d'être ménopausée, le petit bébé que j'ai eu, cette mère annule toute sa vie. Elle ne s'occupe plus de son mari, de son autre fils, elle s'occupe que d'elle. Et là maintenant, elle s'est repliée dans les Alpes avec elle, et elle m'a dit d'ailleurs un truc très très joli sur le livre, elle m'a dit « Rufo, vous n'avez pas donné un chapitre lorsqu'on ne veut pas être grand-parent. Parce que moi je ne veux pas que ma fille ait d'enfant. Parce qu'elle ne pourrait pas s'en occuper. » Et moi j'ai dit « Mais vous avez raison de me critiquer, mais je ne pouvais pas écrire ça. Parce que j'ai très peur que notre fille Alice ait un enfant en situation de handicap. Et j'ose même pas l'écrire. J'ose pas l'écrire parce que je sais ce que ça représenterait. J'ai même pas osé écrire, c'est pas parce que je suis psychiatre que j'ai pas d'inconscient. Quand j'écris des lettres, après je réfléchis à me protéger quand même. J'écris des choses tragiques, je me tue à la fin, je me suis régalé, tu vois. À la fin je me tue, ma fille a été émue, enfin. Il a fallu que je meure pour qu'elle soit émue. Il était temps qu'elle soit émue. Je me tue, elle était émue. Elle me dit, papa, j'ai bien aimé celui-là, j'ai préféré Tiembo parce qu'il est un peu plus classique. Elle me dit, mais à la fin, quand même, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai dit, enfin, tu es sensible, bien que tu sois un intellectuel, donc ça compte. Et donc, et je reviens à cette femme. L'autre jour, elle m'amène sa fille pour vous dire le suivi de cet enfant, quand elle était petite, quand elle était à l'âge du primaire, elle s'asseyait sur moi, elle me faisait pipi dessus. Alors je dis, purée. Et la mère elle me disait, elle essaye de communiquer. Il faut... Non, elle me pisse dessus. Mais comme je suis psychiatre, je croyais qu'elle communiquait. Tu vois, je me changeais comme ça. Donc quand je le voyais, je partais dans le service avec deux futales. Et ma femme me dit, mais pourquoi tu as deux pantalons? Je dis, elle me pisse dessus régulièrement. Mais qui te pisse dessus, tu vois? Parce que vous croyez un pervers polymorphe? C'est jamais, tu vois, avec les psychiatres. Et donc, l'autre jour, elle me fait un coup, cette femme incroyable. Elle me dit, bon, il faut là, vous avez fait un nouvel hôpital, est-ce qu'il y a une masse? Est-ce qu'il y a une EHPAD? Je dis, oui, elle sera une place pour elle. Je dis, évidemment, madame, évidemment, c'est devenu une amie, quoi. Elle a maintenant 75 ans, elle a cette fille, c'est une pote, je veux dire. Elle est plus communiste, mais ça peut, mais peut-être qu'elle est encore, je sais pas, je lui demanderai qu'elle a voté, elle a dû voter Mélenchon. Donc et donc, c'est une amie, quoi, c'est une amie. Elle me dit, Rufo, il faut que je vous montre ce que j'ai fait comme testament. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait comme testament? Si je meurs, je vous la confie. Je dis, quoi? Et je crois que je l'apprendrai. Je l'apprendrai, je trouverai l'établissement. Mais le week-end, je la sortirai de dental, elle fera pipi, par terre. Et voilà, vous voyez, les liens qui se créent par le passé et l'accompagnement. Et donc, quand on a perdu ses grands-parents, ce qui est mon cas, j'avais qu'une grand-mère, n'empêche que, par sa perte, on comprend ce qu'on a perdu aussi. Dans la chronique que vous entendrez sur France Inter vendredi, je vais enregistrer parce que je suis là, je parle du slow médoc, de la diminution absolue qu'il faut des médicaments. Et donc, Patrick Cohen, il me dit, mais pourquoi un pédopsychiatre vous parlez des maisons de retraite? Je dis, parce que les pédopsychiatres, ça parle de tout. Et je dis, mais puisque c'est le week-end, allez voir un peu les gens anciens que vous avez placés, parce qu'ils sont aussi le musée de vos souvenirs. Et là, je redeviens pédopsie. Parce que quand les petits-enfants voient une grand-mère, même abîmée, ils lui posent des questions sur son enfance. Et je reviens à Michel Soulet, vous imaginez la chance qu'avaient ses arrière-petits-enfants d'avoir Michel Soulet comme arrière-grand-père? Il ne fallait pas le rater, tu vois. Hein? Et donc je suis maintenant le dispositaire le petit-enfant imaginaire, parce que j'en suis là. Donc il y a le petit-enfant, l'enfant imaginaire que les psychanalystes ont bien décrit, et le petit-enfant imaginaire qu'on porte tous à un moment donné de sa vie. À un moment donné, on bascule vers dire, peut-être que maintenant, il est temps. Par exemple, c'est vrai que moi, je rêve un peu d'un troisième lignel plutôt brutal au ras de la mêlée, tu vois. Pas trop intellectuel, faisant pas des études importantes, mais plaquant tout ce qui bouge, les Bordelais, Bègle-Bordeaux, Narbonne, Clermont-Ferrand, tu vois, décapitant les gens au ras de la mêlée, tu vois, je rêve de ça. Peut-être même une deuxième ligne, s'il est assez gaillard. Ou alors un pilier, ça serait le rêve, tu vois. Un pilar, je l'honore, et vraiment
Et voilà, il vengera le joueur médiocre de rugby que je fus. Mais toulonnais quand même, courageux, combattant, avec quelques gestes balourds, toulonnais quoi. Toulonnais. Et donc, voilà, je me projette, ou une petite fille musicienne, ou joueuse de rugby aussi, pourquoi pas. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout pour revivre une enfance et essayer de transmettre à ce petit garçon, cette petite fille, ce que m'a apporté Eugénie. C'est-à-dire que je suis maintenant le dépositaire de ma grand-mère. Et là-dessus, alors il pourra lire ce livre après tout. Il est écrit, ça peut être utile. Hein. Il pourra le lire, ça sera. Alice m'a dit, tiens, c'est une intimité qu'on va partager avec 200 000 personnes, je te remercie. Mais elle a raison. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose que je demande parfois aux grands-parents de parler de vos métiers, parler de ce que vous étiez, parler de vos difficultés, parler de vos histoires ratées, parler de vous, quoi. Parler de vous, ça les intéresse. Et répétez. Et ne soyez pas les grands-pères, ça répète toujours. Hein. C'est une catégorie répétiteuse. Donc, les grands-pères, quand ils répètent, ils ont raison. C'est ce qui est amusant. On voit quand ils changent, quand l'histoire se modifie. Un grand-père répéteur-menteur, c'est génial, tu vois, par exemple. Inventeur. Répéteur, menteur, inventeur. Je vois qui ça peut être, d'ailleurs, moi. Je me demande si je ne vais pas être un peu comme ça. Un grand-père de ceci. Et donc, ça permet un enrichissement et une culture de soi, une culture de nos vies, une racine, un socle identitaire qui est fondamental. Et donc, voilà, je vous engage à ça, quoi. Je vous engage à ça et je vous affirme que c'est utile et que c'est peut-être la façon générique d'avoir un avenir en examinant vraiment son passé dont on est issu, quoi. Ok? Je vous remercie et je vous passe la parole. J'ai une amie dont la mère était très manipulatrice, elle est très culpabilisante, donc elle a un rapport conflictuel grave avec sa mère, voire elle ne lui parle plus depuis 3 ans. Entre-temps, elle a elle-même eu des enfants. Un ou deux? 2 enfants, 2 garçons. Vous la connaissez bien? Oui, c'est une très bonne amie à moi. Je la connais depuis presque plus de suite et on dirait voilà, comme une jumelle. Et en fait, elle se pose la question de savoir quel rapport elle peut avoir justement entre ses enfants et leur grand-mère, sachant que cette grand-mère, pour elle, c'est une personne qui est dangereuse, qui est manipulatrice, qui est culpabilisante et qui reporte, les rares fois où elle a vu ses petits-enfants, qui a reporté sur eux le même comportement qu'elle avait avec ses enfants. Donc voilà. Alors, c'est une question facile. On n'a pas toujours réglé les problèmes de son enfance quand on devient parent. Ça, je crois. On peut imaginer qu'être parent, c'est mettre loin de soi son enfance. Et en fait, on est tous et toutes toujours les enfants qu'on a été. Et il y a 2 sortes d'êtres sur Terre, ceux qui croient être des adultes et ceux qui se souviennent d'avoir été des enfants. Évidemment, je vous conseille d'être dans la 2e catégorie. Alors, parfois, on a des rapports mauvais avec ses parents. Sa mère, son père. Une des situations les plus difficiles que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est finalement pas la mère de votre amie, manipulatrice, ou c'est plutôt les abandonniques. Les mères qui nous abandonnent, n'aiment pas leurs enfants. Les gens qui ne se sentent pas aimés par leur mère spécialement. Et ça, c'est très difficilement curable. C'est-à-dire que les peines et les souffrances qu'on a vécues quand on est petite ou quand on est petit sont vraiment difficiles à surmonter. Alors, les Bovici, on évoquait les Bovici tout à l'heure avec quelqu'un qui est dans la salle, quand j'avais l'honneur de faire des cours avec lui, il me disait « Marcel, théorise pas, raconte une histoire, et je vais vous répondre à votre question pour votre ami par une histoire. » Je suis expert il y a quelques années d'un garçon qui a 17 fois frappé des gens à Marseille, de 7 à 77 ans. Au 17e KO, un juge dit qu'il y a peut-être un problème psychique. Parce que les juges, ça réfléchit. Et donc, je le vois en expertise. Il vient, accompagné par un éducateur, il a 16 ans, il est dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance, avec une fiancée de 17 ans, donnant son aîné. Et il est très, très agité, très hostile à l'entretien avec le psychiatre que je suis. J'apprends dans son histoire que sa mère a eu 5 enfants avec 5 hommes différents, que les 5 enfants ont été placés, qu'elle les garde quand ils sont petits, puis ils sont enlevés de sa garde parce qu'elle les brûle avec des cigarettes et qu'elle les bat, et que les sévices physiques effectués aux des enfants
enlève son autorité maternelle et la capacité d'avoir des enfants, et tous les enfants sont placés. Il a un frère aîné qui a un camion de pizza à la Plaine à Marseille, un camion de pizza à la Plaine dans un quartier populaire de Marseille, qui le fait travailler un peu parce qu'il a échoué dans les études. Par contre, il fait de la boxe, quoi. Il fait de la boxe. Et là, il est compétent. Et quand il voit que quelqu'un tire sur le bras d'un enfant, lui donne une fessée, il saute du camion et le met KO. Grand-mère, grand-père, mère, grand frère, etc. Même un psychiatre peut comprendre les choses. Et je dis à ce garçon, finalement, tu frappes les gens parce que tu as été toi-même frappé par ta mère qui vous a abandonné. Il me dit, je ne comprends pas ce que vous dites. La petite qui est avec lui, elle lui dit, non, non, tu fais comme tu as été petit, tu vois les petits qui sont frappés comme toi tu l'as été, elle lui explique. Et il éclate en sanglots. Donc j'écris au juge, et donc il est évidemment pas condamné, et on décide de suivi avec lui, pas moi, pour le truc. Voilà. Deux entretiens, je le vois 2 fois à l'âge de 17 ans. Il y a quelques années, je prends le TGV, je vais à Paris comme toujours, et je vais au bar, comme d'habitude. Je passe mon temps au bar dans le TGV, et je vois un garçon de 35-37 ans, qui me dit « Ah, Marcel Ruffo, vous êtes l'homme, un des 2 personnages les plus importants de ma vie. » Avec Foucault. Alors je dis « Ah bon, Michel Foucault, la descente de la clinique ?» Non, Jean-Pierre. Si vous voulez, moi j'étais content, hein. Michel Foucault, quelqu'un qui me reconnaît à un niveau de Foucault, Jean-Pierre. Car il aurait, j'ai rien contre lui, mais enfin, c'est moins bien que Michel Foucault. Alors je dis, ben, je suis très honoré, mais oui, je vous ai vu 2 fois, quand j'étais enfant et que je frappais les gens, etc. Et donc l'histoire me revient. Et je dis, alors, je le tutoie, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, allez sur YouTube, j'ai fait 47 combats professionnels, et puis j'ai terminé par un KO contre moi, je me suis arrêté. Et maintenant, j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis dans la police. J'ai passé 8 fois le concours, donc on peut passer 8 fois le concours dans la police. Hein. Je ne savais pas. Il a réussi à la 8e formation. C'est bon de savoir qu'on peut passer 8 fois le concours. Il a passé 8 fois. Et il me dit, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais alors? Je vais à Paris, j'ai monté une association pour apprendre la boxe dans les quartiers. Apprendre la boxe dans les quartiers aux enfants de banlieue qui sont violents. Purée. Et donc, honnêtement, je suis béat d'admiration devant ce type. Alors il me dit, vous savez, j'étais venu avec une jeune fille à l'époque. Je lui dis, oui, je l'ai épousée. Je lui dis, ah bon? Mais tu as bien fait, elle a l'air de bien comprendre les choses. Il me dit, ben, elle comprend bien. On a 2 filles, elle est infirmière, elle travaille la nuit. Comme ça, moi, quand je suis d'astreinte, nos enfants, et il n'y a que 2 nuits par semaine où on ne peut pas les garder parce qu'on n'est pas là, et elles ont des troubles du sommeil, il faudrait que je vous les amène. Alors je dis, bon, mais elles ont des troubles du sommeil quand je les fais garder. Alors je dis, mais qui c'est qui les garde? Ma mère. Alors je dis, ta mère, je vais le voir. Mais il avait récupéré sa mère, et il aidait sa mère dans la vie, etc. Et en quelque sorte, ce garçon battu, fracassé comme ses frères, avait retrouvé sa mère parce que c'est sa mère et qu'il devait l'aider dans son désarroi. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je crois que oui. Autre question. Quel peut être le rôle d'une grand-mère face à la phobie scolaire? C'est bien ça. Non, mais la phobie scolaire, c'est un de mes sujets préférés. Alors la phobie scolaire, c'est quoi d'abord? D'abord, on va définir ce que c'est la phobie scolaire. Il y a le grand groupe des décrocheurs, pour plusieurs raisons qui ne vont plus aller à l'école. Puis la phobie scolaire, c'est quelque chose de très particulier. L'enfant a peur d'aller à l'école, il ne peut plus y mettre les pieds. Qu'on le change, qu'on lui propose un vélo moteur, qu'on le menace, qu'on le tire par force, etc., il n'y va plus. Il a souvent la phobie de 2 types d'enseignants. Et je ne veux pas les accuser, hein. Le prof d'éducation physique et le prof de maths. Pourquoi? Le prof de maths, c'est le prof qui est le plus rationnel, et le prof d'éducation physique, c'est celui qui joue avec son corps. Mais il a aussi peur d'un groupe d'enfants qui se moquent de lui, ça fait partie du harcèlement, et il dit toujours « j'ai été attaqué par des enfants, etc. » Mais au fond de lui, il a peur de la mort. Il a peur que s'il va à l'école, quelqu'un de sa famille mourra pendant qu'il est à l'école, ou lui mourra. C'est une phobie de la mort qui lui fait extrêmement peur. Alors qu'est-ce que je fais, moi? J'ai fait à Marseille et à Paris, c'est pas l'habitude des services de pédopsychiatrie. Immédiatement, je les radie de l'école. J'ai dit, tu n'as plus l'école. Je les inscris au CNED, ils ne redoublent pas. Et l'année d'après, 70% retournent
continuer leur scolarité sans redoubler. Et je les engage vers une psychothérapie, souvent de groupe à 4 ou 5, plutôt qu'ils ne parlent seuls que de la peur de la mort. Et donc c'est ça le truc. Alors que doit faire une grand-mère dans ce cas-là? Cette grand-mère, elle doit dire, tu sais, tu ne vas pas à l'école, je suis d'accord avec toi. Et elle ne va pas lui dire, quand c'est que tu retourneras, à Pâques ou à la Trinité, etc. Parce qu'on dit toujours, ils disent toujours, quand ils sont en vacances, ils sont bien, je suis en vacances, je ne parle plus d'école. Alors après les vacances de Pâques, je retourne le petit. La grand-mère, si elle dit ça, elle a tout faux. On lui met moins de 2. Par contre, si la grand-mère elle dit, je m'en fous que tu ailles à l'école, je ne veux pas que tu redoubles. Hein? Ça, c'est différent. Et comment je fais pour pas redoubler si je ne vais pas à l'école? Ben, tu fais des cours au CNED, et moi, la matière que j'aime le mieux, par exemple l'histoire ou le français, je la fais avec toi, on envoie les devoirs ensemble, et je travaille avec toi, comme ça, tu as des bonnes notes. Elle fait la fourbe qui travaille pour qu'il ait des bonnes notes. Et à la suite de ça, il passe dans la classe supérieure, et on voit, c'est la rentrée de septembre, la phobie, la peur de la mort, traitée, accompagnée sur le plan psychologique, c'est atténué. Et pas de médicaments, pas d'antidépresseurs, et pas de neuroleptiques, d'accord? Sauf s'il est fada, mais alors quelqu'un a la phobie scolaire, c'est autre chose. S'il est ravagé, là c'est autre chose, il faut le traiter. C'est plus la question de la phobie scolaire. Et, suis-je clair? Allez, autre question. C'est bien de poser des questions de pédopsychiatrie, hein, parce que je connais cette matière. Hein. Allez. La position des grands-parents lors du divorce des enfants par rapport aux enfants. Alors, belle question. Le divorce, on est d'accord, hein, on est dans la salle. S'il y a un pédopsychiatre qui vient ici dans 20 ans, il dira, écoutez, il parlera d'un gosse qui a été suivi parce que les parents n'ont pas divorcé. Parce qu'il est singulier. On dira, non, écoutez, j'ai eu à suivre ce gosse qui stigmatise dans la cour d'école parce que ses parents ne sont pas séparés. Ils étaient parents ils sont anormaux, en fait, tu vois. Ils sont parents composés, t'as pas de belle-mère, t'as pas 4 grands-parents. Il va être stigmatisé. Donc plus sérieusement, c'est difficile quand... Alors, il y a deux situations. Soit votre fils est lourdé par une coquine qui est partie. Soit votre fils de coquin, il est parti avec une autre. Soit votre fille est partie avec un autre, c'est une coquine, ou elle est lourdée par un coquin. Donc ça change tout quand même. Est-ce qu'elle est victime ou actrice? Est-ce qu'il est coupable de cette rupture ou pas? S'il est victime, tu as envie de le soutenir, tu as envie de la soutenir. Et tu prends parti et tu as tort. Et tu as tort. Et s'il est coupable, tu as envie de l'allumer et tu prends parti pour l'autre et tu as tort. Donc en quelque sorte, les grands-parents ont toujours tort dans la séparation. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient une prudence de sioux à se taire. À se taire. À jamais participer avec les enfants au divorce. Ici, tu sais, tu ne parles pas de tes parents, on parle de toi, on parle de ton enfance, quand tu étais petit, de notre enfance. Je ne parle pas de la séparation de tes parents, c'est le problème de mon fils, de ma fille, ou de ton père, ou de ta mère. Vous êtes dans une neutralité suisse. Il faut que les grands-parents soient suisses, pas européens, pas liés par l'euro, suisses. Et c'est le seul moyen qu'après, les gens ne montent pas au créneau quand tu ne verras plus ta grand-mère, ton grand-père, parce que ils ont témoigné contre moi, ils ont dit que, etc. Et d'autant plus, si votre belle-fille est une coquine qui s'est recomposée, vous devez même faire l'effort après de recevoir la personne qui a remplacé votre fils. Sacré métier, grand-parent. Hein. Et pourtant, c'est la clé pour les enfants d'avoir un lieu apaisé. Parce qu'ils sont pro-chiites, pro-chrétiens. Ils sont dans les deux camps, dans le combat. Et les grands-parents doivent avoir alors un danger absolu. Les grands-pères qui ont un relent de testostérone et qui se recomposent. Quand les grands-parents se séparent, en pleine séparation des parents. T'en as, ils vont sur le croisière, ils sont encore verts, et ils retrouvent une jeunesse de 60 ans. Bon. Ça arrive. Et là alors, les enfants perdent confiance. Donc attention aux grands-parents séparés. Par contre, il y a des grands-parents qui sont séparés, qui ont eu cette expérience de séparation. Maintenant, on n'a plus les grands-parents classiques, jamais séparés, etc. Les gens du baby-boom, de 44, des années 44 à 50, sont séparés à 15 à 20%. C'est pas énorme par rapport aux 50% de maintenant. Mais on a aussi parfois cette pratique d'avoir compris les difficultés du divorce, et là, avoir eu comme problématique ses propres erreurs, et donc de ne pas les refaire dans la séparation de ses enfants. Mais vraiment, le conseil d'amis que je vous donne, c'est même d'interdire parfois aux petits enfants de parler de ça. Je ne veux pas que tu me parles de la séparation de tes parents. Tu n'en parles pas ici, parce que tu sais bien que c'est ma fille, tu sais bien que c'est mon fils, que je risque d'être avec lui alors que je ne dois pas être contre ta mère ou contre ton père.
et tu ne me parles pas de ça, tu me laisses être neutre, parce que c'est le problème des parents, et moi je reste ton grand-père, ta grand-mère, et pas quelqu'un qui rentre dans la bagarre de t'opposer ses parents. Le dernier livre qu'a écrit Françoise Dolto, c'est Quand les parents se séparent, avec Inès Angelino. Elle m'avait envoyé ce livre, et elle m'avait demandé mon avis. Et donc je lui ai dit, Françoise, vous avez écrit des bêtises, mais celle-là dépasse tout. Alors, d'ailleurs, vous écrivez un livre angélique, je dis, parce que vous dites, quand on se sépare, il faut dire, on t'a mis dans le bonheur, on t'a aimé, on est des parents, alors que c'est plutôt fumer les salopes, le divorce. Donc arrêtez de dire que c'est facile. Elle m'a écrit un petit mot, venez vite vous discuter encore une fois avec moi, elle signe avec la Marguerite à la fin de Françoise, elle est morte 15 jours après, donc je n'ai pas pu me disputer. Mais vous voyez, il n'y a pas d'angélisme dans le divorce. C'est toujours difficile. Puis les enfants, ils rêvent toujours que les parents se remettent entre eux. Et d'ailleurs, longtemps j'ai été un peu hostile à la garde alternée, j'avais tort. J'avais tort. Les enfants que j'ai vus m'ont prouvé après que c'était bien. Mais parce que je disais, ils ne vont pas jamais faire le deuil du couple parental, ils s'entendent tellement bien qu'ils pensent toujours que les parents vont se remettre ensemble. Mais après, quand il y a un amoureux et une amoureuse, bien sûr, ils comprennent, quoi. Mais vous voyez que le trajectoire des grands-parents est magnifique. Assurer un lieu de neutralité où on ne parle pas de ça et on parle de toi, on parle de quand tu étais petit, on parle, si tu veux, de l'enfance de ta mère ou de ton père, j'en suis capable, mais pas du conflit. Ici, tu ne parles pas de ça. J'ai pas le droit de te parler de ça. Autre question? Ah, merci. Merci beaucoup. Je t'avais demandé, je n'étais pas sûr que tu allais me le... Merci, merci infiniment. Vas-y. Moi, je suis plutôt pour Toulouse au rugby. Alors, écoute bien. Si tu veux bien connaître le jeu, et je crois que aimer Toulouse, c'est déjà un bon signe, tu vas te faire offrir la finale de 1985 où Toulouse bat Toulon après prolongation 19-29. Et tu verras la plus belle défaite, et je vais te dire quelque chose. Le rugby a quelque chose qu'on apprend aussi, c'est que la défaite peut être jolie. Et moi, ce soir-là, j'avais fini à la bière avec les Toulousains. Mais je suis d'accord avec toi. Toulouse, c'est la capitale, mais je crois que cette année, Toulon est plus fort. Hein? Je dis le Stade Bayeux. Le Stade. Oh, il y en a plein. Ça va, j'en reviens. Je vais à la pêche. Quel conseil donneriez-vous à des grands-parents d'enfants adoptés, mais qui a déjà des souvenirs? Il a été adopté à 4 ans, et c'était un enfant des rues en Colombie. Il a 10 ans maintenant. Alors, je vais renverser l'histoire. Vous dites, ce petit de 4 ans, adopté à 4 ans, a des grands-parents, comment se comporter avec lui, etc. Et je vais vous dire maintenant, quand cet enfant réussira sa véritable intégration dans la famille, quand ses parents, vos enfants qu'il a adoptés, seront à leur tour grands-parents, quand il fera renaître du biologique dans la famille. Vous voyez, c'est un long parcours. Je sais que les enfants adoptés sont souvent très casse-pieds à l'adolescence. Souvent. Mais moi, je vois que les casse-pieds, je ne vois pas ceux qui vont bien. Hein. On est d'accord? Je vois que les casse-pieds, c'est mon métier. Et en même temps, les associations de parents adoptants me disent « Mais il faut attention à ce que vous dites sur l'adoption, parce que lorsqu'ils ont 30 ans, tout va bien. » Je dis « Oui, mais à 30 ans, purée. À 30 ans, je ne les vois pas. » Donc, et alors, pour ce petit garçon, par contre, adopté à 4 ans en Colombie, enfant des rues, il y a aussi quelque chose d'assez génial de sa survie. Il y a aussi ses qualités de résistance, de parcours incroyable. Et l'idée, c'est les processus à induire en tant que grand-parent, écoutez bien, de sublimation. C'est-à-dire, occupe-toi des enfants de l'ASE, quoi. Occupe-toi des enfants abandonnés, pas adoptés. Tu fais un stage dans les foyers de l'enfance du département, quoi. Tiens, regarde, il y a quelqu'un qui mendie avec son enfant, là. On lui donne quelque chose, on va lui acheter une soupe, on ne donne pas d'argent, on va lui acheter quelque chose de chaud à boire, etc. En fait, les processus de sublimation, pour qu'il transforme sa destinée et sa chance d'avoir été adopté en processus de sublimation pour aider les enfants en difficulté. C'est ça le message. En fait, je vous demande d'être une grand-mère surmoïque, morale, éthique, compétente, humanitaire, avec une grosse altérité. Voilà, le plus facile. Autre question? Vous avez vu devant moi? Ouais, je viens. Je voulais savoir quel peut être le relationnel quand il y a un problème de langue. De langue? Voilà. On sait bien
4 jours et demi, c'est mieux que 4 jours pour les enfants en difficulté, point final. Et l'école, c'est fait quand même, c'est pas fait ni pour les parents, ni pour les mairies, ni pour les enseignants, c'est fait pour les enfants. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et donc, moi, je vois les 15% d'enfants qui apprennent, ça ne veut pas lire en 6e. Donc, c'est ceux-là, je ne parle pas. Ceux qui vont bien, ils s'en foutent des enseignants, mais ils peuvent apprendre seuls. Par contre, ceux qui vont mal ont besoin de plus de distance. Rappelez-vous, comme vous avez appris par la répétition, on chantait les tables de multiplication. 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 7, comme ça on a appris. Et on répétait. Et donc j'ai dit ça. Et donc après, j'ai dit un peu des trucs, corporatisme, c'était un peu vif, et je le regrette, voilà. Je le regrette publiquement. Mais je l'ai dit, et puis voilà. Et je l'ai dit. De temps en temps, j'exagère, je suis quand même du Sud. Et donc, pour ce qui est de la langue, le bilinguisme est une inouïe chez des enfants, attendez, chez des enfants qui n'ont pas de troubles de développement. Lorsqu'un enfant a des difficultés, il faut être monolingue. Une seule langue quand on a des difficultés de langage. 2 langues quand on a la chance d'aller bien. Quand un enfant part à l'étranger, alors les grands-parents sont tous sur Skype maintenant, mais purée, ils parlent anglais ou portugais, et donc là, les grands-parents doivent se mettre aux langues étrangères. Un grand-père, une grand-mère va faire des cours de langue à la fin du 3e âge et il va apprendre la langue. Et il demande après, il a des devoirs, un cahier de devoirs. Ma mère le faisait avec notre fils. Elle avait un cahier de devoirs, Alice lui faisait elle lui donnait des devoirs et donc elle la corrigeait en lui mettant des mauvaises notes. Mais ma mère le faisait. Elle avait tout un cahier de devoirs dans toutes les matières, puis elle me dit vivement que le soit au collège pour que je ne travaille plus. Donc, vous inscrivez, vous apprenez la langue, quoi. Les Français sont incroyablement monolingues, quoi. Il n'y a que les Français sur Terre. Hein. Et puis après, alors, un conseil que je donnerais pour une langue un peu difficile, le letton, le vietnamien, enfin oui, des langues un peu... On parle tous anglais, d'accord? Ou latin, comme le pape. Allez. Si vous pensez pour les enfants de 2 ans, ils sont mis à la crèche ou à l'école? Alors, moi, je crois que... Là, par contre, je n'étais pas d'accord avec Vincent Peillon. Je crois que les enfants de 2 ans nécessitent des structures extrêmement compliquées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Les enfants qui disent non, pas le pot, non, pas, on ne peut pas en avoir plus de 8 par classe, avec 2 adultes référents. Soyons clairs. À mettre en place ce système... Alors, que ce système soit mis en place avec des gosses en difficulté socio-culturelle et économique, pour éviter que dès la section des petites maternelles, ils soient stigmatisés, ils ont un trouble d'estime de soi, je suis d'accord. Mais vraiment en fléchant, que ce ne soit pas un confort de plus, un mode de garde gratuit pour tout et n'importe qui. Il faut vraiment, là, c'est pas dans une position égalitaire que je me situerai, c'est pour les enfants en difficulté, auquel cas, pourquoi pas, mais alors avec des moyens très spécifiques, une formation drôlement complexe, il faut qu'elles aient des notions d'orthophonie, de psychomotricité, de psychologie, d'éducation spécialisée de jeunes enfants, éventuellement de pédagogie purée. Quel est le personnel qu'on va trouver là? Et le côté des gosses en licence qui rentrent après dans cette formation avec 6 mois de formation, honnêtement, je veux bien être optimiste, mais mon optimisme a des limites, quoi. Et je crois honnêtement que on a la chance d'avoir une école maternelle, il faut la protéger, pas faire en sorte qu'elle soit les cycles au début de apprentissage premier, section des petits, section des moyens et apprentissage fondamentaux, c'est couillon. Il faut laisser la maternelle en maternelle et pas faire d'apprentissage fondamentaux en maternelle. C'est le CP, le début, puis on s'en fout. Les cycles, c'est artificiel sur ce coup. Et moi, je respecterai la maternelle comme lieu de non-évaluation, mais de lieu de développement des fondamentaux. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir quel conseil vous pourriez donner à une jeune fille homosexuelle qui aimerait se réconcilier avec ses grands-parents. C'est difficile d'avoir des enfants ou des petits-enfants homosexuels. Une fois pour toutes, on le dit. Mais une fois qu'ils ont décidé cette trajectoire amoureuse, on leur souhaite quoi? On leur souhaite qu'ils aient quelqu'un qui les aime et qui vit avec eux. On leur souhaite exactement comme dans les couples hétérosexuels qui rencontrent la personne qui l'enrichira, qui l'accompagnera, qui le soutiendra dans ses difficultés. Donc l'amour, moi l'histoire du mariage pour tous, soyons clairs. Quand François Mitterrand élimine la peine de mort, tout le monde c'est pas sûr qu'il ait la majorité dans le pays. Et là, est-ce qu'on ne doit pas éliminer la peine d'amour quand même? Est-ce qu'on doit sanctionner de peine d'amour des gens qui ont des amours différents? Je crois que non. Alors,
Et alors comment faire pour des grands-parents classiques, quoi, qui ont peur de l'homosexualité en fait. Mais il ne faut pas être en psychothérapie, en analyse, et les parents âgés, alors on va les dégrader. Imaginez qu'on leur fasse rendre compte qu'ils sont trompés toute leur vie. C'est pas sympa, c'est pas bonheur en tout cas dans votre texte. Non. Ce qu'il faut faire, c'est de dire de discussion intime. Moi, je serais par exemple la mère de cette jeune fille. Je choperais ma mère par le callback en disant « Je ne te lâcherai plus tant que tu ne comprendras pas, toi. Et tu as intérêt de le faire comprendre à ton mari qui me sert de père. » Je serais militante de leur compréhension et de dire « Tu sais, elle ne peut pas réussir sa vie. Vous êtes ses grands-parents, vous devez l'aider dans sa vie. Elle ne peut pas réussir sa vie si vous ne comprenez pas. Je veux que vous compreniez pour l'accompagner. » Comprendre pour accompagner, et je ne lâcherai pas ma mère, en disant, toi au moins, j'espère que tu comprends. Lui, à la limite, je comprends qu'il ne comprenne pas. N'empêche que, en plus, avec la PMA, c'est plus compliqué chez les garçons. Par exemple, regardez ma position comme elle est droite. Je ne suis pas opposé à la PMA pour les couples de filles, quoi. Puisque ce qui compte pour moi, c'est la grossesse. Tout ce qui se passe dans la grossesse. Et donc, je ne peux pas dire qu'il y aurait deux types d'homosexuels. Celles qui ont de quoi se payer le talis et celles qui ne peuvent pas se le payer. Je ne peux pas envisager ça. Par contre, la grossesse pour autrui, au risque de mettre à dos toute la communauté gay, je ne suis pas d'accord. Les femmes ne sont pas un utérus, elles ne sont pas allouées. On ne peut pas utiliser une grossesse, c'est pas anodin. On ne peut pas utiliser l'Ukraine, l'Inde, les jeunes filles pauvres qui louent leur ventre pour ça. Et puis il se passe tellement de choses dans la grossesse qu'on sait qu'au 6e mois, l'enfant mémorise les chansons qu'il a entendues dans la grossesse de sa mère. Écoutez bien, voilà pourquoi je ne suis pas contre la grossesse pour autrui, et je raconte une histoire. J'étais il y a quelques années dans la citadelle de Calvi, avec Taobi au piano, et moi je disais, c'était un cours dans le festival, ou la fête du vent, on est de son enfance comme une chanson. Et il y avait une femme enceinte avec sa maman, à un moment donné, je dis, on va chanter une berceuse corse, donc on chante dans la citadelle une berceuse corse, une ninanane, et on commence tous à chanter une berceuse corse. Et je m'aperçois que la grand-mère se penche vers la jeune femme enceinte et chante la chanson, et l'autre éclate en sanglots. À la fin de l'exposé, je dis, j'ai une bêtise, il y a quelque chose que vous avez vu. Non, vous savez, je porte une petite fille, elle a un bec de lièvre, et j'ai tellement hésité à faire une interruption médicale de grossesse, et j'étais content de chanter cette chanson avec elle. Et donc, je pense que j'ai eu tort, maintenant j'accepte ce grossesse, etc. Et donc, moi je dis, je suis ému par ça, et je dis n'importe quoi, vous allez voir ce que je raconte. Je dis, vous savez, cette berceuse, elle va la mémoriser, elle saura quand elle est née, cette berceuse que vous lui avez chantée, et si elle a des troubles du sommeil, vous chantez ça le soir, et ça ira bien. Les années ont passé, la petite fille est née, elle est opérée à la naissance, on ne voit absolument plus de lésions de bec de lièvre, et la grand-mère et la mère me croisent dans la citadelle de Calvi, mais ils disent toujours, Ruffo, elle dort bien, on chante la ninanane. Merci à tous. Je vous propose de retrouver Marcel Ruffo. On aurait bien continué encore très longtemps. Merci de vos questions. Merci à toi de toute la tour. Je vous propose donc de retrouver Marcel Ruffo pour une séance de dédicace dans la salle